Monsieur M a un poste à responsabilité dans l'administration publique et il s'épanouit plutôt bien dans son travail. Mais sentimentalement, ça ne va pas. Il est malheureux car il n'arrive pas à construire de relations de couple. Dès qu'il se met en couple, la relation ne fonctionne plus et il ne peut s'empêcher de couper court à l'expérience. Plus précisément, Monsieur M remarque que la relation fonctionne bien tant qu'il ne s'engage pas vraiment, mais dès que les choses deviennent sérieuses, ses sentiments se dissipent et son désir s'évanouit. C'est toujours le même schéma qui se répète, dit-il. Au début, la relation fonctionne bien, puis je commence à me focaliser sur des détails. Les vêtements qu'elle met le week-end, les bruits qu'elle fait quand elle mange, elle n'est pas si belle au réveil, elle n'est pas assez cultivée, etc. À chaque fois, je suis à la recherche du moindre défaut et je me concentre sur un détail qui finit par m'obséder. Je me dis alors que c'est le destin, que nous ne sommes pas compatibles et je préfère mettre un terme à la relation. Je me rends bien compte que c'est toujours le même mécanisme qui se répète, ça me rend malheureux car je sabote des relations avec des femmes très bien et je finis par me retrouver seul. Mais c'est plus fort que moi. À ce stade, vous pouvez vous demander quel est le rapport entre la problématique de M. M et la thématique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'articulation entre la psychanalyse et la chirurgie, et plus largement, entre la psychanalyse et la médecine. Eh bien, je vais essayer de démontrer dans cette intervention que le biais interprétatif qui empêche M. M de se lier à une femme est le même biais qui empêche aujourd'hui le mariage heureux entre la médecine et la psychanalyse. De la découverte freudienne à la clinique du partenariat élaborée par le docteur De Amorim, l'articulation entre la médecine et la psychanalyse apparaît non seulement comme une évidence, mais comme une nécessité clinique. Pourtant, il est facile de se rendre compte aujourd'hui que cette articulation logique continue le plus souvent d'être rejetée catégoriquement, malgré les preuves qui attestent de sa pertinence. Sur quel biais de raisonnement repose cet aveuglement ? N'est-ce pas ce même biais qui se répète depuis l'Antiquité et qui conduit autant à instituer des fonctionnements irrationnels qu'à refuser des avancées scientifiques ? Pour dégager la structure de ce biais logique et ses répercussions délétères dans le champ médico-chirurgical, je vous propose de nous appuyer sur la problématique de M. M. Ce dernier se plaint donc de ne pas réussir à construire de relations avec des femmes qu'il trouve cependant très bien, au premier abord tout du moins. Car dès qu'il s'agit de s'engager vraiment, la perspective de M. M se modifie, si bien qu'au lieu de considérer la personne avec laquelle il veut s'engager, avec ses défauts et ses qualités, il se focalise de manière exclusive sur le moindre défaut et est alors convaincu que ça ne va pas marcher. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur le fait que cette façon spécifique de se focaliser sur un détail ne doit pas se confondre avec une capacité d'analyse ou encore avec la focalisation nécessaire à la précision d'un acte chirurgical. En effet, porter son attention sur un détail n'empêche pas pour autant de prendre du recul pour considérer un ensemble plus grand. Or, cette focalisation qui obnubile M. M se caractérise précisément en ceci qu'il n'arrive plus à changer de perspective et à considérer les autres éléments. Tels des œillères qui empêchent le moi de concevoir la situation avec davantage de distance, cette focalisation exclusive sur une représentation induit un raisonnement hermétique qui se boucle sur lui-même, tourne en rond et accapare l'attention. Mais ce qu'il s'agit surtout de remarquer, c'est qu'en se focalisant sur un élément tout en excluant le reste, le moi de M. M modifie littéralement la signification de l'élément considéré. En l'occurrence, s'il envisageait le défaut de sa compagne comme un léger inconvénient dans une relation de couple globalement satisfaisante, il finit par considérer ce même défaut comme un élément aussi essentiel à ses yeux que rédhibitoire à la poursuite de sa relation. En d'autres termes,
Cette focalisation exclusive portée au détail biaise la lecture du phénomène considéré, si bien que M. M se retrouve obnubilé par une signification erronée qui le pousse à prendre des décisions symptomatiques. Plus précisément, ce biais de compréhension le conduit à saboter systématiquement ses relations amoureuses. Ainsi, cet exemple clinique illustre le biais interprétatif par lequel un détail peut revêtir la signification de ce qui est essentiel, tandis que l'essentiel ne peut plus être appréhendé, sauf à être considéré comme un détail ou comme un élément contingent. Dans la mesure où les fausses compréhensions qu'induisent ces lectures étriquées reposent sur une déformation par omission ou par ellipse, je vous propose de qualifier ces boucles logiques hermétiques de raisonnement elliptique. Cette nomination fait notamment référence aux avancées de Freud, qui remarque en 1909 que cette technique de déformation par ellipse semble typique de la névrose de contrainte. Le repérage de cette déformation par ellipse éclaire la logique en jeu dans les obsessions, dans les superstitions ou encore dans les rituels qui accaparent l'attention des patients et des psychanalysants. Mais au-delà de ces formes où la dimension irrationnelle apparaît plus ou moins facilement, nous pouvons remarquer dans un deuxième temps que ces raisonnements hermétiques réussissent le plus souvent à se voiler et à se diffuser dans de nombreux domaines. Politique, économie, biologie, médecine, psychiatrie, psychanalyse. Aucun champ de la connaissance ne semble épargné par l'influence de ces raisonnements elliptiques. Quand Hannah Arendt met en évidence le poids des fausses solutions dans le champ politique, quand Richard Lewontin s'interroge sur cette rationalité myope qui corrompt la recherche en biologie et en génétique, quand John Ioannidis remarque que la plupart des résultats de recherche publiés sont faux, ou encore quand François Gonon souligne que la psychiatrie actuelle repose sur des spéculations, nous pouvons reconnaître les conséquences problématiques de ces raisonnements elliptiques dès lors qu'ils continuent de se confondre avec des raisonnements scientifiques. Bien sûr, l'expression de cette rationalité hermétique n'est pas une nouveauté, et l'histoire de la médecine et de la chirurgie illustre suffisamment comment des idées arrêtées et des principes erronés peuvent s'instituer et empêcher le progrès de la science. Mais ce qui passe plus inaperçu, c'est que cet obscurantisme repose sur des raisonnements elliptiques. Aussi, le repérage de la structure de ces raisonnements met en lumière qu'ils s'avèrent plus que jamais d'actualité et qu'ils continuent de se diffuser aujourd'hui au nom du bon sens, de l'objectivité et de la scientificité. À cet égard, l'evidence-based medicine illustre bien cette impasse épistémologique en ce qu'elle promeut comme scientifique des expériences dont le protocole consiste à focaliser l'attention sur des données restreintes tout en excluant le reste, c'est-à-dire en considérant que toute chose est égale par ailleurs. Or, c'est précisément parce qu'ils annulent le contexte que ces raisonnements elliptiques induisent une fausse compréhension du phénomène considéré. Aussi, et en fonction des éléments circonscrits, ces lectures pseudo-scientifiques engendrent une infinité de fausses compréhensions et de faux résultats. Dans le champ médico-psychologique, cela conduit à la démultiplication à l'infini de pseudo-syndromes, de pseudo-maladies et de pseudo-traitements. Pour illustrer l'impact de ces fausses compréhensions, l'exemple actuel de l'épidémie du TDAH est éloquent, car il montre comment la reconnaissance d'un syndrome illusoire peut conduire, au nom de la science, à prescrire un psychostimulant à des milliers d'enfants, tout en empêchant de les soigner véritablement. Ceci permet de souligner la double problématique qu'induit cette rationalité obsessionnelle dans le champ du soin. En conférant la signification illusoire d'une guérison à la disparition momentanée de quelques symptômes ciblés, ces raisonnements elliptiques instituent non seulement des pseudo-traitements qui se révèlent antinomiques du soin, mais ils conduisent aussi à rejeter catégoriquement le traitement approprié. L'illusion de guérison reposant sur l'herméticité du système observé
elle ne peut perdurer qu'en excluant le contexte qui permettrait de lire plus justement le symptôme et donc de mettre en place le bon traitement. En continuant de passer inaperçu, cette tendance à focaliser l'attention sur des détails aux dépens de l'essentiel désagrège la logique du soin au profit d'une multitude de systématisations hermétiques qui soutiennent leur cohérence logique en restant isolées. Cette dislocation est particulièrement perceptible aujourd'hui, tant à travers la parcellisation des tâches qui marque l'organisation actuelle du champ du soin, qu'à travers le gaspillage faramineux qui caractérise aujourd'hui les dépenses de santé publique. Et pour cause, ces systématismes institués, consistant le plus souvent à atténuer momentanément des symptômes tout en empêchant de traiter ce qui les cause, ils nourrissent une logique de santé publique absurde, pathologique, comparable à celle qui consisterait à écoper toujours plus un bateau sans traiter l'origine de la fuite. Pour mieux illustrer l'impact de ces raisonnements elliptiques dans le champ de la santé, j'aimerais m'appuyer sur un nouveau cas clinique. Madame C souffre d'un sentiment de culpabilité qui l'accable, qui l'angoisse et qui la pousse à se punir et à se maltraiter en ne prenant pas soin de son corps. Excès de nourriture, manque d'exercice physique, consommation excessive d'alcool et d'anxiolytiques, le mal-être de Madame C a de nombreuses répercussions physiologiques. Elle souffre d'obésité et au-delà des nombreux régimes qu'elle a pu expérimenter en vain, Madame C prend des traitements médicamenteux pour traiter l'hypertension, le diabète et l'arthrose qu'elle a développée par suite de son surpoids. Si elle rencontre régulièrement des médecins pour traiter isolément ces différents symptômes, elle se rend compte, après quelques mois de psychanalyse, qu'aucun professionnel ne lui a recommandé de traiter ce qu'elle reconnaît elle-même comme la cause de ces symptômes corporels, à savoir sa propre tendance à se maltraiter et à nuire à sa santé. Au contraire, le dernier médecin qu'elle a consulté lui a recommandé de faire une liposuction, un bypass gastrique et un traitement chirurgical pour son arthrose. Ce cas clinique illustre la nécessité de considérer l'ensemble de la chaîne causale qui articule les différents symptômes, tout comme il témoigne de l'impasse clinique qui consiste à les traiter de manière isolée. Pour mettre en exergue cette distinction, je vous propose de nous appuyer sur ce schéma qui éclaire l'articulation causale entre le conflit intrapsychique de Madame C, donc sur votre gauche, ses angoisses, son sentiment de culpabilité et les répercussions corporelles de ses comportements autodestructeurs. Cette mise en perspective met en évidence la dimension prophylactique de la psychanalyse, tout comme elle souligne sa nécessité pour le soin des symptômes psychiques, corporels et organiques. En effet, dans la mesure où les symptômes de Madame C résultent plus ou moins directement de son conflit intrapsychique, nous constatons que tout traitement comportemental, médicamenteux ou chirurgical de ces derniers apparaît comme insuffisant s'il n'est pas articulé au traitement psychanalytique du conflit intrapsychique. Or, c'est précisément ce lien logique qui est annulé littéralement dès lors que l'attention est focalisée exclusivement sur un symptôme et sur sa disparition momentanée, annulant ainsi en même temps la nécessité de la codification du transfert. Par exemple, si l'attention est focalisée de manière exclusive sur l'angoisse et sur l'effet que produit l'anxiolytique, toutes choses étant égales par ailleurs, le raisonnement elliptique induit une illusion interprétative qui consiste à croire que l'anxiolytique soigne l'angoisse, avant-après. Cependant, dès lors que nous rétablissons le contexte qui a été élidé, nous voyons que l'anxiolytique peut avoir un effet temporaire d'apaisement, mais ne peut aucunement être considéré comme un soin s'il n'est pas strictement associé au traitement psychanalytique du conflit intrapsychique. Dans la situation de Madame C, chaque élément de la chaîne causale peut ainsi être isolé au sein d'une boucle logique hermétique qui exclut les autres éléments, si bien que la compulsion alimentaire peut se voir traitée par la prescription exclusive d'un régime, le diabète par la prescription exclusive d'un antidiabétique,
ou encore l'hypertension par la prescription exclusive d'un antihypertenseur. En d'autres termes, en focalisant l'attention de manière exclusive sur un ensemble clos de représentations, ces raisonnements elliptiques empêchent de mettre en perspective le soin des symptômes psychiques, corporels et organiques, empêchant ainsi de mettre en place l'articulation cliniquement nécessaire entre le champ médico-chirurgical et le champ psychanalytique. Toutefois, si l'histoire de la médecine et de la chirurgie est marquée par l'influence de cette rationalité hermétique qui empêche de reconnaître certaines avancées scientifiques, nous pouvons penser au rejet des thèses d'Harvey sur la circulation sanguine, au destin tragique de Semmelweis avec la découverte de l'asepsie, ou encore à celui de Wells avec la découverte de l'anesthésie. Le rejet actuel de la psychanalyse éclaire d'autant mieux l'influence persistante de ces raisonnements elliptiques qu'elle permet d'éclairer leur structure signifiante. Car finalement, peu importe la fausse compréhension et la fausse causalité qui peut résulter de ces lectures trop circonscrites, qu'elles mènent à considérer la maladie comme résultant exclusivement de la génétique, du mauvais œil ou de la vengeance divine, le repérage de la structure de ces raisonnements met en lumière que l'illusion interprétative, où la partie tend à se confondre avec le tout, repose sur l'isolation d'un ensemble clos de signifiants. Je vous remercie.